Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Pour ce 4e épisode, j'ai échangé avec Stéphanie sur les sujets du véganisme, du handicap et des difficultés pour être végétarien ou vegan quand on est une personne handicapée. Elle m'a parlé de sa découverte du véganisme, des difficultés qu'elle a pu rencontrer et m'a aussi donné plusieurs astuces pour rendre le véganisme plus facile et plus accessible pour les personnes handi. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter un peu ? Bonjour, donc je m'appelle Stéphanie, j'ai 27 ans, j'habite les Pyrénées-Atlantiques, mais je vais bientôt déménager du côté de Nantes. Je suis actuellement en reconversion professionnelle dans le domaine social, peut-être conseillère en insertion professionnelle. Et avant ça, j'ai fait des études de physique-chimie. Alors aujourd'hui, on est là pour parler un peu du véganisme et du végétarisme quand on est en situation de handicap. Donc tu m'as dit que tu étais végane depuis 10 ans. Comment t'es arrivée un peu à t'intéresser au véganisme et à tout ça? En fait, j'ai des amis que j'avais rencontrés dans un cadre tout à fait différent, c'est-à-dire c'était une guilde de jeux vidéo avec lesquels j'échangeais sur Facebook à l'époque. Puis un jour, dans la conversation, ils m'ont dit qu'ils étaient véganes et ils m'ont expliqué un peu en quoi ça consistait. Bon, j'avais 15-16 ans et au début, j'étais, très réfractaire, j'avais, dans ma tête, les logos, enfin les comment dire? Les slogans, très ancrés, les produits laitiers, nos amis pour la vie, il faut manger, de la viande, et cetera, pour être en bonne santé, la pyramide alimentaire, qui inclut les produits animaux, voilà, ça c'était, pour moi complètement aberrant de comment dire? De m'en passer et puis, mine de rien, ça avait quand même planté une petite graine, surtout qu'il y avait, comment dire? Plus j'y repensais et plus il y avait des éléments, dans ma vie, passée qui faisaient que je pensais au véganisme et que je pensais au fait que manger de la viande, c'était pas forcément un plaisir. En tout cas, au niveau du goût, je prenais plaisir, mais surtout sur les répercussions pour les animaux, où voilà, j'avais du mal avec ça. Et donc, j'ai fait, des recherches sur internet. À l'époque, il y avait un forum, ça s'appelait, alors je sais plus c'était quoi, c'était sur Forum Actif, c'était un forum pour, ados végétariens où j'ai rencontré, d'ailleurs des amis et voilà, j'ai échangé, j'ai discuté et puis un jour j'ai décidé de sauter le pas, alors d'abord végétarienne parce que j'étais en internat et que, à l'époque, il y a 10 ans, c'était encore pire que maintenant, quand il fallait demander des régimes adaptés, par rapport au végétarisme. Voilà et puis dès que j'ai eu mon appartement à moi, j'ai décidé que plus aucun produit animaux ne rentrerait dans ma cuisine. Et du coup, à l'époque, est-ce que ça a été facile pour toi de changer, ton régime alimentaire et tes habitudes? Assez facile, oui. Surtout que j'ai pas eu vraiment d'opposition de la part de mes parents. Globalement, les réactions que j'ai eues, c'est, mon frère, il s'en foutait. Mon père, tant que je mettais pas ma santé en danger, ça lui posait pas de problème et si lui, il avait sa viande dans son assiette, moi, mon assiette me regarde. Et ma mère, elle a eu une réaction vraiment très positive ou alors un peu inquiète au début, pas tellement pour ma santé parce que mes parents m'ont toujours fait confiance pour, bah, me renseigner avant de faire les choses, mais plutôt, sur le fait qu'on avait, des habitudes alimentaires qui étaient pas très équilibrées. On mangeait beaucoup, steak, pâtes, un peu au plus vite, parce que mes parents travaillant, c'était pas évident pour eux et puis avec un budget restreint, les légumes, ils passaient un peu facilement à la trappe et du coup, un peu inquiète au début de se dire: «Mais ouais, mais si tu enlèves la viande, il reste que les pâtes, quoi». Donc au final, ça a été assez bénéfique dans le sens où ça a forcé un petit peu ma famille à rajouter un peu des légumes, à repenser un petit peu les assiettes, même si, on est resté assez simple dans la conception de nos repas et quand je suis devenue végétalienne, ma mère a beaucoup cherché des recettes sur internet parce qu'elle aime beaucoup faire de la pâtisserie et donc elle s'est adaptée, très vite, à aller, faire elle-même ses recherches sur internet, faire des essais, des réussites et des ratés, voilà, ça s'est très bien passé.
En termes d'habitude, pour moi, ça s'est fait du jour au lendemain. En fait, un jour, j'ai descendu l'escalier et j'ai dit à ma mère: «Bon, bah, c'est décidé, je mange plus de viande». Et au début, je pensais garder un peu le poisson pour faire une transition douce et cetera. Puis quelques jours après, ma mère, elle m'a dit qu'elle faisait du poisson. Elle m'a demandé si j'en voulais et puis je dis: «Bah, en fait, non, ça me tentait pas». Puis finalement, j'en ai jamais remangé. Voilà, et pour le lait et les œufs, ça s'est fait aussi assez vite, en fait, dans le sens où, j'ai dû les garder pendant 1 an à l'internat, même si, je les esquivais autant que possible. Par exemple, j'avais remplacé le lait du matin par, un thé. Quand il y avait, des œufs dans les salades, je les filais discrètement à mes copines. Et bon, après, dans les plats principaux, je pouvais pas trop parce qu'il fallait aussi, que je mange. Par contre, à la maison, très rapidement, on les a enlevés. Et dès que j'ai fini le lycée et que j'ai eu mon propre appartement, j'ai tout de suite tout arrêté, les autres produits animaux. Ouais, c'est bien que tes parents t'aient prise au sérieux, dès le départ et qu'ils t'aient pas dit: «Oh, c'est juste une crise d'ado, ça va lui passer» ou Oui, ça a été une grande chance pour moi, parce que, bah, j'étais très active sur ce forum. Je crois qu'il existe même plus parce que c'était il y a 10 ans, c'était sur Forum Actif, ou s'il existe, il est peut-être plus très actif. Mais à l'époque, c'était vraiment le lieu où les ados, se retrouvaient pour, parler végétarisme. Et c'est vrai que, il y avait des sujets, comment dire? Récurrents. Mes parents veulent pas que je sois végétarien et cetera, et c'est vrai que moi, j'avais conscience de la chance que j'avais quand même d'être bien soutenue. Et au début, j'ai eu quelques remarques, mais mes parents se sont très vite habitués, ce qui a moins été le cas pour mes amis, où, j'ai perdu pas mal d'amis du collège. Après, enfin, c'était pas la seule raison, hein. On grandit, on change, on fait sa route, puis on se rend compte qu'on fait pas sa route vers le même endroit. Mais je me rappelle très, très bien, d'une amie, du collège, chez qui, on avait passé la journée ensemble. Et le soir, il se faisait tard, je devais rentrer chez moi, mais comme il était trop tard, elle m'avait invitée à rester le soir chez elle. Et j'ai dit: «OK, mais par contre, tu dis à ta mère, enfin, je mange pas de viande». Et sauf que, bah, ils avaient prévu un barbecue et moi je dis: «Non mais t'inquiète, je suis pas très compliquée, tu me coupes, 3 quartiers de tomates, une poignée de pâtes et c'est bon», tu vois? Je veux dire, pour un repas, je ferai pas la difficile. Mais en fait, j'ai eu le droit à un vrai tribunal. Je me rappelle vraiment très bien que j'étais en bout de table et en face de moi, à l'autre bout de la table, il y avait le chef de famille, patriarche, enfin, tu vois le genre, avec, derrière lui la fenêtre et le barbecue. Et j'ai eu le droit à un jugement, et c'est allé jusqu'au, «Oui, mais le lion, il mange la gazelle», j'étais pas du tout préparée à ça. J'avais, 16 ans, j'étais pas du tout préparée à ça. Ça a été hyper violent. Voilà, de toute façon, quand on passe l'adolescence, c'est le moment où on fait nos comment dire? On creuse notre opinion sur différents sujets qui peuvent être polémiques, y compris, politiques. Et il faut le dire, le végétarisme, même si ça peut être, indépendant de la politique, mais ça reste un sujet polémique, qui peut être, souvent associé à un bord gauche de la politique, alors, gauche de façon très, très vaste, hein. Mais l'adolescence, ouais, c'est un moment un peu particulier où on sort de l'enfance et on se rend compte que le monde extérieur, bah, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes façons de voir les choses. Et voilà, je me suis pris vraiment une grosse claque ce soir-là, et ça m'a peut-être fait un peu grandir du coup. du coup, maintenant, on va passer un peu plus du côté, handicap. Selon toi, quelles sont les plus grosses difficultés pour devenir, végétarien ou végane quand on est, une personne handicapée? Alors pour moi, il y en a 2. En tout cas, il y en a 2 qui m'ont concernée. La première, c'est sur le plan, nutritionnel, conception du repas, dans le sens, qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Comment je m'organise? Combien de temps ça va me prendre de cuisiner tel plat? Comment je fais pour équilibrer sur la semaine, mes apports et cetera.
Parce que bon, aujourd'hui, on est un peu plus rassuré parce qu'il y a plus de ressources, mais il y a 10 ans, c'était aussi compliqué parce qu'il y avait pas autant de ressources, disponibles sur le fait d'être végétarien, au niveau des carences. Alors il y avait l'Association végétarienne de France qui mettait quand même des choses à disposition, mais c'était quand même assez restreint. Et moi qui suis assez anxieuse, j'ai un peu des problèmes, comment dire? Organisationnels, dans le sens où j'arrive à bien m'organiser, mais comme je suis anxieuse, j'ai besoin de prévoir les choses, surtout quand c'est un changement d'habitude. Et c'est vrai que ça a été assez anxiogène pour moi au départ de me dire: «Ouais, mais est-ce que je vais être carencée?» En plus au début, à l'époque, on parlait pas autant de la B12, donc en fait, j'ai pas été supplémentée pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, c'est quand même assez entendu qu'il faut se supplémenter en B12, même si, les nouveaux végétariens peuvent, avoir besoin de rappels sur ça, et sur la gravité qu'une carence, peut générer. Enfin, une gravité des symptômes que ça peut générer et l'aspect, potentiellement définitif de certains symptômes. Mais voilà, pour moi, ça a été vraiment au début, qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Et puis comme je t'ai dit, mes parents avaient pas forcément des habitudes alimentaires de base très équilibrées. Donc si j'enlevais la viande, il restait que des pâtes, quoi. Donc en termes, équilibre alimentaire, on n'y était pas. Donc il a fallu vraiment faire un gros travail de recherche, réapprendre aussi les fruits et légumes de saison, voilà, réapprendre des recettes de base, me faire un petit portefeuille, on va dire, mental, de repas équilibrés que je peux faire rapidement, de recettes, que je maîtrise, maintenant pour, être rassurée sur, maintenant voilà, maintenant je sais associer, des légumes, je sais ce que je vais manger et cetera. Mais c'est vrai que ça m'a pris un peu de temps. L'autre point, il va être plus sur le plan, fatigue, douleur, motricité. Parce que, bah, cuisiner, ça prend du temps. Aujourd'hui, on a, davantage accès à des plats préparés végétariens et véganes. Je pense, alors en supermarché, on trouve beaucoup plus facilement des plats, préparés, des raviolis, véganes. On retrouve, des steaks, ou en tout cas des galettes, de céréales ou de légumes. On retrouve, des purées, préparées, des assortiments de riz, de quinoa ou d'autres choses. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. L'intégralité des repas devait être, préparés, maison, et en plus après mon bac, je suis partie en classe prépa. Alors autant te dire qu'en termes d'énergie et de temps disponible, ça a été très restreint, y compris en termes d'anxiété, ça a été aussi, important. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut reconnaître que, quand on prépare des légumes frais, bah, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie parce qu'il faut éplucher, il faut découper, il faut faire cuire, il faut assaisonner, il faut faire revenir, à la poêle, bon, voilà. Il faut pas se leurrer, ça prend du temps. Ça prend toujours du temps aujourd'hui, 10 ans après, parce que, même si effectivement on a davantage accès à ce que je te disais au niveau des galettes de légumes, de céréales et cetera, sur un plan nutritionnel, elles sont pas toujours, très bien faites. Et donc même si je prends régulièrement, des galettes, des nuggets, des saucisses pour, le plaisir gustatif, je me base pas dessus pour mon équilibre nutritionnel parce que je sais que, bon, il faut savoir lire les étiquettes et il faut savoir lire les compositions, et certains de ces produits, sont basiquement, de la cellulose, et ça remplit l'estomac, mais nutritionnellement, bon, voilà, c'est gras, salé et pas forcément adapté, aux apports nécessaires. Et donc en étant en situation de handicap, je me suis battue pour, avoir une auxiliaire de vie qui puisse m'aider à la préparation des repas. Je l'ai obtenue ce mois-ci. C'est très, très récent du coup. Mais du coup, il faut savoir que, l'auxiliaire de vie peut aider à la préparation des repas et à la vaisselle. L'auxiliaire de vie ne peut pas être une aide ménagère, peut pas, faire, ton ménage en théorie, mais si c'est bien argumenté auprès de la MDPH, le fait que c'est un plaisir de cuisiner, que, c'est, un fil conducteur dans ta vie, que c'est, tenir compte de tes valeurs, mais c'est aussi, le maintien de l'autonomie, le maintien de l'activité, le maintien de la motricité, parce que plus on fait rien et plus c'est compliqué de faire des choses après. Donc si c'est bien argumenté auprès de la MDPH,
on peut demander des aides humaines pour la préparation des repas. Ça va pas forcément être beaucoup d'heures par semaine, mais ça peut être un petit peu d'heures, pour, par exemple, découper, des légumes frais, éplucher, et après, si tu as encore un peu de motricité, c'est toi qui les mets à cuire, par exemple. Voilà, moi, mon auxiliaire de vie, elle fait ça. Elle m'épluche mes carottes, elle me coupe mes oignons, elle me découpe mon chou, elle me le met dans le frigo et après, quand moi j'ai envie de cuisiner, ben, j'ai plus qu'à mettre dans la poêle, faire cuire et voilà. Ouais, c'est super, ouais. C'est une bonne alternative, un bon entre-deux pour pas être, trop vite fatigué et que ça prenne pas trop de temps. C'est ça et puis surtout garder le plaisir de cuisiner et le plaisir de faire ces petits plats, voilà. Ça demande toujours de l'énergie, mais c'est possible, voilà et quand, j'avais pas mon auxiliaire de vie, du coup, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que j'avais l'énergie de cuisiner, je cuisinais toujours pour plusieurs repas et je mettais dans des boîtes, dans mon frigo et ça me servait, voilà, si une fois je fais, 3 repas identiques et que plus tard je fais 3 autres repas identiques, ben ça me fait 6 repas, pour la semaine et après j'alterne, en fonction. Après ça me dérange pas plus que ça de manger plusieurs fois la même chose, donc ça va aussi, mais on développe des petites astuces, quoi. Après, il y a des astuces aussi, organisationnelles et matérielles, par exemple, comment dire? Par exemple, dans ma cuisine, j'ai une chaise, j'organise mon frigo, j'organise mes courses. J'utilise, beaucoup de boîtes de conserve que j'assaisonne. Enfin, je veux dire, j'aime pas les réchauffer purs, mais je veux dire au moins, si, c'est juste ajouter quelques oignons et des épices, bon, ça agrémente un peu, mais les boîtes de conserve, ça m'aide beaucoup. Voilà. Mais ouais, c'est vraiment, beaucoup d'organisation et de limite de charge mentale. Bon, je pense qu'on peut parler de ça, Ah oui, absolument. Surtout au début, en fait, la charge mentale, alors moi qui suis très anxieuse, la charge mentale, elle a été beaucoup sur, repérer les produits que je peux consommer. Par exemple, la margarine, les poêlées de légumes, préparés, parfois j'en achète ça surgelé, c'est pas mal. Il y en a quelques-unes qui sont véganes, mais il faut bien faire attention parce qu'il y en a où il y a de la graisse de canard ou des lardons ou du beurre ou du lait, voilà. Donc la charge mentale, en fait, elle est sur la première année pour moi, elle a été vraiment la 1re année, alors pas quand j'étais végétarienne parce que j'étais en internat et il y avait ma mère, mais la première année où j'ai vécu toute seule, ça a vraiment été, repérer les produits, et se faire des habitudes d'achat, maintenant aujourd'hui, je sais, aujourd'hui, je passe dans le rayon boîte de conserve, je sais, lesquelles je peux prendre, la margarine, et les pâtes feuilletées, pâtes brisées, je sais, quelle marque me convient. Donc on redéveloppe de nouvelles habitudes d'achat et pareil, par rapport à l'organisation des repas, j'ai maintenant, on va dire, quelques repas en tête, faciles. Par exemple, un truc bête, mais par exemple, je sais que j'aime bien les haricots verts avec des échalotes et de l'ail, voilà, je fais revenir l'échalote, de l'ail, je mets mes haricots verts. J'aime bien aussi les champignons, voilà, il y a Leclerc, je crois, au Carrefour aussi, ils le font, des champignons, forestiers, en conserve. Bon voilà, j'aime bien ce genre de choses, paf, ça fait un repas. J'ai, une recette de lentilles, carottes et pommes de terre, que pareil je maîtrise. Donc en fait, au fil des années, j'ai établi un panel, je dirais peut-être d'une dizaine de recettes très basiques, hein, très simples, quotidiennes on va dire. Après ça génère des habitudes d'achat, au supermarché, et ça génère des habitudes, de préparation aussi. Donc ça facilite en fait quand même plus tard. Mais effectivement sur la première année, se faire des tableaux de, qu'est-ce que je mange lundi, mardi, mercredi, se faire des listes de courses, repérer, alors aujourd'hui c'est aussi plus facile avec le Drive parce que, on a accès aux listes des ingrédients. Il y a 10 ans, il y a 10 ans, les drives, ça n'existait pas, ou c'était très marginal et il fallait, en magasin, passer une demi-heure avec la loupe à lire, tous les ingrédients de tous les produits. Aujourd'hui, sur le drive, on peut accéder à l'étiquette des ingrédients et donc présélectionner, on va dire, ce qu'on va acheter. Voilà, ça c'est vraiment facilitant. Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre aux gens qui disent que, tout le monde peut devenir végane et que c'est pas si compliqué et que,
Voilà, ce genre de choses. À une époque, j'aurais pu le penser, donc je vais être honnête avec ça. C'est un sujet sur lequel je me suis déconstruit parce que, bon, faut dire que pour nuancer, quand je suis devenue végane il y a 10 ans, j'étais adolescente et que quand on est adolescent, on n'est pas déconstruit sur tous les sujets et on peut avoir une vision un peu réactionnaire parfois. Aujourd'hui, on va dire, je mets de l'eau dans mon vin. Je pense que quand on a les bonnes informations et le bon soutien, c'est facilitant, mais il peut y avoir quand même de bonnes raisons pour que ce soit entre guillemets «rechuté». Je pense aux personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, des pulsions, qui ont besoin d'aliments de réconfort, des personnes qui peuvent avoir des troubles psychiques ou autistiques ou voilà. Il peut y avoir des bonnes raisons et je pense qu'il faut pas se culpabiliser. Et en fait, je pense qu'il y a 2 choses. Déjà, il faut pas se culpabiliser quand on est en difficulté. Il faut faire les choses par étapes et pas se mettre en difficulté, psychologique. Parce que de toute façon, si on veut que ça devienne une habitude sur le long terme, il faut le faire, pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour soi et pour soi, comment dire? Quand je dis pour soi, ça peut être pour soi parce qu'on a des valeurs pour les animaux, mais il faut que ces valeurs-là, elles soient à nous, en conscience, réfléchies et qu'elles nous sont propres. On le fait pas pour notre petit copain, on le fait pas pour nos parents, on le fait pas parce que, un tel, nous a dit, telle chose. Si on le fait pour les animaux, on le fait parce que notre valeur, par rapport aux animaux nous est chère, mais à nous. Et c'est une forme d'égoïsme, comment dire? D'égoïsme qui n'est pas malsain. C'est vraiment important. Moi, je l'ai fait parce que j'avais envie de mettre mes actes en accord avec, mes pensées et j'avais envie de m'aligner un petit peu sur, mes valeurs profondes et de mettre en pratique ces actes-là, dans la mesure où c'était possible pour moi et où j'avais, les bonnes ressources, le bon accompagnement, que ce soit par ma famille ou par les soutiens que j'ai pu avoir sur internet et cetera. Mais je pense qu'il faut vraiment se déculpabiliser, tout en gardant en tête que là, je vais nuancer du coup, on peut pas tout autoriser non plus et si on veut être motivé, il faut aussi accepter de se culpabiliser sur certaines choses. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'équilibre de à la fois se déculpabiliser de tout ce qui est en lien avec la santé, que ce soit la santé physique et mentale, et en même temps garder en tête qu'on peut faire des efforts et que, bah, parfois il y a des choses, qu'on peut apporter et qu'on peut, se motiver et qu'il y a des choses qui sont possibles si on va voir les bonnes personnes, les bonnes ressources, qu'on demande de l'aide, et cetera. Donc, voilà, c'est un équilibre à trouver, personnel. Alors, je pense que le véganisme n'est pas un choix personnel dans le sens où la vie d'animaux est en jeu, mais c'est une démarche personnelle dans le sens où on est dans une société qui n'est pas végane et que c'est une démarche qui va à contre-courant de ce que la société nous vend. Et donc, dans ce sens-là, c'est un effort qui nous demande de l'énergie physique, de l'énergie psychologique. Et donc, voilà, il faut arriver à trouver son équilibre pour, d'un côté, avoir conscience que dans l'histoire, il y a des animaux qui meurent et d'un autre côté, faire les choses, en accord avec sa santé mentale, physique. Autre exemple par rapport à la santé physique, là j'ai vraiment beaucoup abordé le côté psychologique, mais par exemple, j'ai un ami, qui, est paraplégique et quand il est, en situation d'escar, c'est-à-dire, bah, une partie de sa chair, qui pourrit, qui nécrose, il a absolument besoin, d'un apport, très précis, et très important en protéines, des apports vraiment très spécifiques et jusqu'à maintenant, il n'a pas réussi à trouver les compléments et à trouver, l'association adaptée quand il est dans cette situation et il se voit obligé de manger de la viande parce que sinon il n'arrive pas à guérir de cette situation très problématique. Et là, clairement, ça met sa santé, en danger de façon très importante et donc je peux pas, lui en vouloir de manger des animaux parce que là, sa situation, elle est en danger. Pareil, si on parle des médicaments,
les traitements, que ce soit, y compris les traitements antidouleurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Ouais, mais c'est bon la douleur, franchement tu pourrais te passer des antidouleurs quoi. C'est pas comme si c'était un médicament pour le cœur ou c'est pas comme si c'était, un médicament contre le cancer ou je ne sais quoi». Y compris les anxiolytiques, les antidépresseurs et cetera. Parce que pareil, il y a des gens qui peuvent avoir des discours très, néfastes, qui vont dire: «Oh ben ça va, tu peux faire sans», mais non. Voilà, c'est des médicaments, certes qui ont été testés sur animaux, certes qui parfois contiennent de la gélatine dans les gélules, ou qui, utilisent des animaux dans le procédé de fabrication. Mais il faut avoir, aussi le juste raisonnement, et se dire que c'est pas là le plus important. Le plus important, c'est effectivement de pas se surmédicamenter, inutilement. Voilà, si, on peut éviter de prendre, un médicament, parce que la situation fait que c'était pas vraiment nécessaire, bon, bah, on évite de le prendre, et puis voilà. Mais par contre, quand on en a vraiment besoin, y compris les antidouleurs, j'y tiens, on les prend et je pense qu'il faut pas se culpabiliser à se médicamenter, quand c'est nécessaire pour notre santé. Parce que il faut aussi dire que, si on meurt, si, on est en mauvaise santé parce que, on fait pas ce qu'il faut, y compris en termes de régime alimentaire et de médicaments, et on pourra pas, manifester, on pourra pas, lutter pour le changement du système, on pourra pas, discuter avec d'autres personnes et peut-être les faire changer d'avis et on pourra pas faire notre vie, telle qu'on mérite de la vivre. Donc voilà, mon avis, il est nuancé, mais quand même, dans le sens où il faut pas non plus se mettre en danger et notre vie compte. Et il faut aussi, arrêter de culpabiliser en permanence le consommateur. Alors le consommateur a un poids. Quand on va acheter de la viande, on a un poids qui s'appelle, de l'argent et de la consommation. Mais sur toutes les petites choses qui sont pas si petites, hein, parce que, les tests sur les animaux, dans l'industrie, pharmaceutique, c'est pas petit, hein, c'est des milliers d'animaux. Mais c'est pas en arrêtant de nous supplémenter, de prendre nos médicaments et cetera, qu'on arrivera à faire passer les lois pour mettre en place, les, méthodes de tests et de recherche alternatives, voilà. Je pense que, il on faut pas se tromper de combat. Le combat, il est sur, faire pression sur les députés, sur les laboratoires, pour, demander, au gouvernement de légiférer sur les tests sur animaux, de les restreindre au strict minimum, dès qu'il y a de développer les alternatives, quand c'est possible. Parce que parfois il en existe et bon, parfois c'est une question de coût et les laboratoires, ça coûte moins cher de faire des tests sur animaux que développer des alternatives. Mais je pense que c'est sur ce combat-là qu'il faut, concentrer nos efforts et pas sur, «Oh, tu malade, c'est toi qui fait que les animaux sont malheureux», tu vois? Et testés en laboratoire. C'est pas toi. Quel conseil tu donnerais à des personnes handicapées qui voudraient devenir, véganes ou végétariennes? Alors, premièrement, je dirais bien se renseigner en amont et sur des sites, reconnus. Faire très attention aux vendeurs de rêves et aux sectes, ou apparentés de type, Casanova, ou régime hyper strict ou régime, voilà un peu, soi-disant miracle par rapport, enfin je sais qu'en tant que personne malade chronique, on m'a souvent dirigée, vers des choses, un peu douteuses. Surtout, voilà, quand on est, dans le milieu un peu militant, écologiste, et cetera, on peut avoir des mauvaises rencontres ou des rencontres de personnes, persuadées que tel ou tel régime, va, changer notre vie. Donc voilà, première chose, bien se renseigner sur, comment on fait pour équilibrer son régime alimentaire, sur la supplémentation en B12, très, très important. Éventuellement la supplémentation en d'autres choses, si dans le cadre de la maladie chronique ou du handicap, il peut y avoir des difficultés. Moi, par exemple, j'ai des problèmes d'absorption avec la vitamine D, donc voilà, je suis vigilante, là-dessus. Il faut faire attention à l'iode aussi.
Ça veut pas dire qu'on sera systématiquement carenté en tant que végétarien ou végane, mais ça coûte rien d'avoir un petit point de vigilance, surtout quand on peut avoir des pathologies, associées, qui peuvent rendre difficile la digestion ou des choses comme ça. Voilà. Bien se renseigner. Deuxième chose, demander de l'aide. Donc, sur Facebook, il y a un groupe, végétarien, végétalien, non valide. Alors le groupe est pas très, très actif, mais il faut pas hésiter à demander de l'aide. Mais sur les groupes, classiques aussi, parfois, on risque d'y rencontrer des personnes qui vont être un peu rentre dedans et qui vont pas forcément être bienveillantes par rapport aux difficultés qu'on peut éprouver en tant que personne en situation de handicap. Mais, faut pas abandonner, il y a des gens bienveillants, il y a des gens qui pourront donner des conseils, et des astuces. Donc voilà, demandez de l'aide, demandez conseil et si vous êtes reconnu par la MDPH et que vous avez des difficultés à préparer vos repas, peut-être lors du renouvellement de votre dossier ou éventuellement remonter un dossier, spécifiquement pour ça, demander la prestation de compensation du handicap pour une aide humaine sur, spécifiquement la préparation des repas, pour la découpe des légumes et cetera, mais voilà, ça peut être aussi, sur le plan psychologique, ça peut être aussi une aide, pour, organiser, des repas types, des semaines types. Je sais qu'il y a l'association végétarienne de France, qui met en ligne, des calendriers, avec, des propositions, de semaines types, qui sont pas forcément à prendre au pied de la lettre, mais qui peuvent donner, une structure à des personnes qui en ont besoin. Voilà. Ouais, je pense que c'est important, de parler des compléments alimentaires, tout ça, parce qu'on pense souvent à la B12, mais on pense rarement aux autres. Je sais que moi, avec mon handicap, j'ai des difficultés à fixer le fer, donc je prends aussi des compléments en fer et tout ça, et ouais, c'est vrai que c'est important d'en parler. Il y a pas que la B12. C'est ça. Méfiez-vous, méfiez-vous des compléments naturels aussi, qui parfois sont pas adaptés. Je pense par exemple à la spiruline qui, pour l'apport en B12, n'est pas adapté. Voilà, renseignez-vous bien sur la B12 parce qu'il y a plusieurs formes, certaines la méthyle qui est controversée, la cyano qui semble plus adaptée. Mais voilà et sur les autres, nutriments, je suggère aussi d'en parler à votre médecin. Si vous avez un handicap de type maladie invalidante qui pourrait, comment dire, être impacté par un changement de régime alimentaire, bah, parlez-en aussi à votre praticien. Alors c'est vrai que, bah, tous les praticiens sont pas forcément bien informés, sur la B12, ils sont pas forcément bien informés sur, ce régime et sa mise en œuvre, mais il connaît votre pathologie, il connaît votre handicap, il vous connaît et il pourra peut-être quand même vous donner, des pistes ou apporter des points de vigilance, voilà. Alors là, on arrive à la dernière question qui est la question, recommandations culturelles. Du coup, est-ce que tu aurais, des recommandations à faire sur, le véganisme, le végétarisme ou, le handicap en général? Alors, sur le végétarisme, véganisme, les livres de Marie Laforêt m'ont beaucoup aidée. Elle en a, une collection, assez conséquente, donc après il faut piocher un petit peu dans selon ce qu'on cherche, mais les recettes sont, globalement, bien faisables parce que parfois il y a des recettes qui sont très complexes, qui demandent des ingrédients, difficiles à se procurer, voilà. Globalement, les livres de Marie Laforêt, j'en ai pas été déçue, sur les recettes et sur, notamment sur leur facilité à être mises en œuvre. Sur le handicap, je saurais pas trop dire. Voilà, la recommandation que je peux faire, c'est, faites-vous accompagner pour éventuellement la demande de PCH. Je sais qu'il y a, l'association des paralysés de France, maintenant ils disent seulement, APF, France Handicap, qui ont un service d'aide par rapport, justement au dossier MDPH et qui accompagnent pas seulement les personnes paralysées. Parce qu'en fait, au départ, c'était effectivement centré sur les personnes paralysées, mais aujourd'hui, APF France Handicap, ils se sont, quand même assez généralisés dans le handicap et je sais qu'ils peuvent apporter de l'aide sur la constitution du dossier MDPH, sur, s'il faut faire un recours, contentieux, si jamais les aides vous ont pas été acceptées. Voilà, donc je sais que moi, ils m'ont, donné un petit coup de main et ça peut être bien.
Du côté du handicap, je vous recommande, si vous ne la connaissez pas déjà, la chaîne YouTube Vivre avec. Mathieu y parle dans ses vidéos de son quotidien en tant que personne malade chronique, mais aussi de son vécu en tant que personne queer faisant partie de la communauté LGBTQ+. Sur le sujet du végétarisme, il a notamment fait une vidéo sur la gastroparésie où il explique comment ce trouble digestif a changé son rapport à la nourriture. Merci beaucoup d'avoir participé. Avec plaisir, merci de m'avoir donné la parole. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de H comme handicapé. Il ne reste plus que 2 épisodes avant la fin de cette première saison, mais je suis déjà en train de travailler sur une saison 2 pour la rentrée 2021. Mais avant ça, je vous donne rendez-vous le 31 mai pour le 5e épisode où l'on parlera d'accès à la culture pour les personnes handicapées.